Bienvenue et bonsoir à toutes et à tous pour cette rencontre autour euh, autour du Pérou, avec donc Romain Migus, qui est le fondateur des Deux Rives et notre complice pour ce genre de réunion. Peut-être nous allons lui donner la parole, donc France-Amérique latine, également avec Alba. Avec le réseau ALBA et avec les Deux Rives. Nous avons déjà organisé ce genre de discussion. Et donc, rappelez que Romain Migus rentre du Pérou, où il est allé observer le deuxième tour de l'élection. Il est rentré il y a quelques jours, il va nous raconter tout ça. Et donc, peut-être lui laisser la parole pendant un petit temps d'introduction, où il va nous raconter ce qu'il a fait là-bas, ce qu'il a vu et comment il a pris la température du pays, de la situation, des enjeux politiques et aujourd'hui donc des résultats de l'élection présidentielle. Oui, déjà, bonjour, enfin bonsoir plutôt. Merci à tous et à toutes d'être présents. Merci à Gloria, bien évidemment, de FAL 33, Mike Walida du réseau Alba France, pour l'organisation de cette petite réunion qui porte un titre géopolitique andine du Pérou. C'est un titre un peu trompeur parce que je vais pas forcément parler directement de ça. Je ferai un mot quand même sur qu'est-ce que représente la victoire de Castillo au niveau régional. Je vais plutôt revenir sur l'élection présidentielle, donc du premier et du deuxième tour, parce que j'étais aussi au Pérou durant le premier tour de l'élection présidentielle. Donc je pense, enfin, je vois d'ailleurs quelques personnes qui connaissent déjà l'histoire du Pérou, mais pour les autres, je vais quand même revenir un petit peu en arrière, revenir même 30 ans en arrière, parce que c'est peut-être sur la fin d'un cycle politique qu'on est en train d'assister en ce moment au Pérou. Donc, pour comprendre quel est ce cycle politique, il faut revenir aux années 90 et à l'instauration de la dictature d'Alberto Fujimori. Donc, à l'époque, le Pérou vit une situation très délicate, puisque il est à la fois confronté à une crise économique avec une hyperinflation, donc qui génère évidemment du mécontentement populaire, et puis par rapport à une guerre civile et notamment avec des attentats contre les civils, notamment promus par le Sentier Lumineux. Et donc, contre toute attente, le candidat de la droite traditionnelle, qui est à l'époque Mario Vargas Llosa, ne gagne pas l'élection de 90. C'est un jeune ingénieur civil, Alberto Fujimori, qui accède à la présidence de la République. Et là, il va donc opérer sur les deux plans. Sur le plan militaire, il va développer des techniques de contre-révolutionnaires, contre-insurrectionnels, avec toute une série évidemment de manquements aux droits de l'homme sur la population civile. Et au niveau économique, en parallèle, il va opérer plusieurs thérapies de choc qui vont mettre le Pérou sur les rails du néolibéralisme. Alors, en 1992, il doit quand même affronter un congrès et un Sénat à l'époque qui commence à regarder les violations des droits de l'homme et aussi qui essaie de mettre des freins aux thérapies de choc et aux politiques néolibérales. Donc là, Fujimori va résoudre le problème, je dirais, assez facilement, mais c'est assez particulier pour être noté. Il va réaliser un auto-coup d'État, c'est-à-dire que les militaires vont prendre le pouvoir et quelques temps plus tard vont le retransférer à Alberto Fujimori, tout en prenant bien soin évidemment de fermer le Congrès et donc de permettre à Alberto Fujimori d'avoir les coups des franches à la fois sur le plan militaire et à la fois sur le plan économique. Cela va se traduire avec l'adoption en 1993 d'une nouvelle constitution, la promulgation d'une nouvelle constitution qui ancre le néolibéralisme dans la Charte suprême et qui réduit l'État à un rôle de vecteur, de promoteur de l'entreprise privée.
En parallèle, il y a évidemment une répression féroce qui s'abat sur toutes les forces de gauche, toutes les forces démocratiques de gauche, sous prétexte de la lutte contre la guérilla du Sentier lumineux. Donc, toutes les organisations, les associations civiles qui faisaient du travail solidaire sont absolument décimées dans les quartiers populaires, dans les zones rurales, et il ne reste qu'un embryon d'État réduit à sa plus faible expression, et un assistantialisme venant directement de la présidence. Donc voilà un peu ce qu'était le régime de Fujimori, ce à quoi d'ailleurs il faut ajouter une porosité entre le secteur privé et la haute fonction publique qui permet à des entrepreneurs d'investir les sphères de l'État pour promulguer des lois en fonction de leurs propres intérêts. Donc on est face à l'adoption de thérapies de choc ultra violentes, peut-être même plus violentes encore que celles qui s'étaient mises en place sous Augusto Pinochet au Chili durant les années 70 et 80. Et en 2000, donc il y a une élection truquée, le peuple se révolte et Alberto Fujimori est renversé. Il y a une transition politique, un gouvernement de Paniagua, des élections qui amèneront un président de centre droit, Alberto Toledo, au pouvoir. Alors, s'il y a eu effectivement quelques modifications de fait, notamment en matière de droits de l'homme et notamment en matière politique, le système économique, lui, reste complètement en place. Il n'a pas été touché. Pourquoi il n'a pas été touché? Parce que la première décennie du 21e siècle est marquée par un très fort prix des matières premières. Le Pérou est exportateur de plusieurs matières premières, c'est un pays très riche en ressources naturelles, et donc les commodities permettaient finalement de maintenir le système et que le peuple ne se révolte pas. La période Fujimori et la période, je dirais, de retour à la démocratie, mais en tout cas à la démocratie néolibérale, va être aussi marquée par une hégémonie culturelle néolibérale, c'est-à-dire un sens commun au sein de la population péruvienne néolibérale, puisque toutes les associations qui faisaient de la lutte collective un horizon avait été décimé. Il ne restait évidemment plus grand-chose pour s'opposer à ce modèle. Et finalement, il y a eu une espèce de consensus comme quoi le salut personnel vient de l'entrepreneuriat privé, c'est-à-dire de la petite entreprise qu'on peut avoir, qu'elle soit familiale, PME, informelle. En tout cas, il y avait ce sens commun. Je précise ça puisque, d'une part, c'est ce sens commun qui va s'effriter tout au long de ces années, et qui va expliquer en partie le résultat qu'on a aujourd'hui. Et puis, c'est aussi ce sens commun qui explique aussi le score, en partie aussi, mais qui explique le score tout de même élevé de Keiko Fujimori au deuxième tour. Donc, durant la première décennie du XXIe siècle, le Pérou connaît une croissance à 2 chiffres. On parle, pas moi, mais évidemment, tous les experts, en tout cas les experts libéraux, parlent de miracle économique péruvien. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce miracle économique est surtout dû au prix très élevé des ressources naturelles que le Pérou exporte, n'est-ce pas? Et puis, il y a un piège aussi dans l'économie péruvienne, c'est qu'une partie non négligeable de l'économie, qui représente 12 milliards de dollars, à peu près 6% du PIB du Pérou, et dans le secteur illégal ou en tout cas n'est pas directement lié à la force productive péruvienne. Je m'explique. Il y a déjà le narcotrafic. Vous n'êtes pas sans savoir que selon les chiffres de l'ONU, le Pérou est le 2e pays producteur de cocaïne. Notamment, ça représente 22% de la cocaïne au niveau mondial. Il est seulement distancé, évidemment, par le narco-État colombien, qui, lui, produit 72% de la cocaïne dans le monde. Ça représente la production de cocaïne représente 4 milliards de dollars et elle est évidemment réinjectée dans l'économie légale, notamment dans le secteur
de la construction, dans le secteur du tourisme, dans le secteur des universités privées, et toute une série de moyens qui permettent de blanchir l'argent de la drogue. Il y a aussi l'économie liée à la coupe de bois illégale et aux mines illégales. Alors ça aussi, ça représente 4 milliards de dollars. Ça donne de l'emploi à peu près 2 millions de personnes, donc c'est-à-dire 2 millions de personnes donc, qui peuvent faire vivre leur famille, etc., etc. Et puis, il y a troisième petite scorie, si on veut étudier l'économie péruvienne, c'est les 3 millions de Péruviens qui vivent à l'étranger. Alors, 3 millions de 33, ça fait 10%, c'est énorme, évidemment, on en parle très très peu puisque c'est un pays sous le joug, enfin jusqu'à maintenant en tout cas sous le joug du capitalisme, et qui envoie de l'argent chaque mois dans leur pays, et annuellement ça représente aussi une manne de 4 milliards de dollars, et donc cette manne permet de rembourser des crédits hypothécaires, permet directement d'être injecté dans la consommation courante, et donc on a là 12 milliards de dollars qui finalement sont injectés directement dans l'économie péruvienne et qui permettent à de grands secteurs de la population, alors pas forcément de manière directe, je ne dis pas que tout le monde se bénéficie de narco de manière directe, mais de manière indirecte, qui permettent d'avoir accès à la consommation et qui finalement ont longtemps escamoté une crise économique en devenir. Et cette crise économique, évidemment, qui était prévisible, puisqu'il n'y avait pas eu de réinjection dans l'économie, il n'y a pas très peu d'industrie de transformation. Le Pérou est principalement exportateur de produits agricoles, de certains produits agricoles et de minerais. Et effectivement, si le prix de ces minerais baisse, le pays entre en crise. Évidemment, c'est aussi ce qui s'est passé ces dernières années. Cette crise économique latente s'est accompagnée d'une crise politique. Depuis 2016, le Pérou a compté pas moins de 4 présidents, 5 si on prend en compte Mercedes Araúz, qui est vice-présidente de Vizcarra en septembre 2019, qui s'était autoproclamée présidente. Ça n'avait pas duré plus d'une journée, ça dure un peu plus longtemps quand il s'agit du Venezuela, les autoproclamations, mais enfin, si on prend en compte tout ça, toutes les personnes qui ont occupé, qui se sont autoproclamés présidents, en 4 ans, il y a eu 5 présidents. Vous vous rendez compte évidemment qu'il y a là un problème. Problème qui se rajoute à une corruption qui gangrène les arcanes de l'État, corruption qui a été facilitée précisément par la porosité mise en place par le système fujimoriste entre le secteur privé et la haute fonction publique. Évidemment, il y a des conflits d'intérêts gigantesques. Et les scandales de corruption ont explosé, notamment avec l'affaire Odebrecht, du géant brésilien de la construction, qui a inondé l'Amérique latine de pots de vin durant la première décennie du XXIe siècle. Et pour vous donner un chiffre, tous les présidents depuis les années 2000 sont soit en prison, soit en passe de l'être. Le seul qui n'y a pas été, c'est Alan Garcia, parce qu'au moment où la police est venue pour l'arrêter et le foutre en tôle, il a pris son Colt Anaconda, il s'est tiré une balle dans la tête, ce qui lui a évidemment fait échapper à la prison. Mais tous les présidents sont entachés de corruption, et pas seulement les présidents, il y a aussi un nombre de parlementaires gigantesques qui sont mouillés dans des affaires de corruption. Donc vous pouvez imaginer que les Péruviens ont évidemment une défiance totale, n'est-ce pas, contre le système politique. Et d'ailleurs, ça s'est vu, en tout cas au premier tour de l'élection présidentielle, où si l'on cumule les votes blancs, les votes nuls et l'abstention, on obtient seulement 52% de participation dans une élection qui pourtant était cruciale et comptait 18 candidats. Donc, une crise politique très forte, une crise économique et une crise sanitaire. La pandémie a fait exploser le système.
c'est-à-dire la pandémie de Covid, bien évidemment, de Covid-19, a fait exploser le système. C'est-à-dire qu'elle a mis en lumière toutes les incohérences de ce système néolibéral. Le Pérou est un des pays les plus touchés au monde par la pandémie. Je crois que c'est le pays qui compte le plus de morts par habitant et avec des taux de contamination très importants. Et surtout, qui a montré que finalement, le système de santé qui avait été pour une grande partie privatisé est inopérant, que l'État ne peut absolument rien faire pour venir en aide aux 63% des personnes qui vivent dans le secteur informel, qui travaillent dans le secteur informel et qui vivent au jour le jour. Et donc, aux 200 000 morts de la crise du Covid sont venus s'ajouter de grands cas de pauvreté. Il y a eu 3 millions de pauvres qui ont surgi donc, dans les 2 ans qui viennent de s'écouler. Et donc, la gestion de la pandémie du Covid-19 a montré les incohérences de ce système mis en place donc, dans les années 90. Au début de l'année 2021, il y a eu un sondage de l'IEP, l'Institut d'études péruviennes, qui montrait que 90% des Péruviens voulaient soit changer, soit réformer la Constitution. Donc ça a aussi montré un mécontentement par rapport au système. Et ça, ce terme, c'est le clivage le plus fort qui permet de saisir les élections péruviennes. Le clivage entre le mécontentement par rapport au système et la peur de l'incertitude. C'est le clivage le plus fort et finalement, c'est le clivage qui était le mieux personnifié par les 2 finalistes au 2e tour. Le mécontentement du système était évidemment incarné par Pedro Castillo et la peur de l'incertitude par Keiko Fujimori, donc qui est l'héritière de son père, l'héritière du système de son père, qui est en partie honnie par la population, mais dont une partie n'avait pas envie d'un saut dans l'inconnu en votant pour Castillo. Alors, ce qui est important aussi au Pérou, c'est qu'on ne peut pas le lire, comme dans d'autres pays de la région, sous le seul angle du clivage gauche-droite ou du clivage riche-pauvre. Il y a plusieurs autres clivages qui viennent se superposer, notamment des clivages ethniques, des clivages ville-campagne, et puis surtout aussi le clivage Lima et le reste du pays. J'oublie aussi évidemment le clivage la côte péruvienne et la montagne, la sierra. Comme vous pouvez le voir, tous ces clivages vont faire influer, on va dire, l'électeur sur une des candidatures. Lire l'élection sur le seul clivage de classe est extrêmement réducteur et on passerait évidemment à côté d'une analyse cohérente. Dans la plupart des barrios de Lima, par exemple, c'est Keiko Fujimori qui a gagné, non, la plupart des barrios populaires de Lima. Donc, le clivage riche-pauvre, le clivage de classe n'est pas suffisant pour expliquer ce qui s'est passé ces derniers jours, ce qui continue de se passer d'ailleurs, puisque pas encore, il n'y a pas eu encore un point final, même si Pedro Castillo a gagné. Et donc, ça, c'est évidemment fondamental pour ces multiples clivages pour pouvoir saisir la réalité politique et électorale du Pérou. Alors, je vous disais que la pandémie avait fait exploser quelque chose, non? En tout cas une partie du système. En réalité, la pandémie a fondamentalement marqué ce clivage entre mécontentement par rapport au système et peur du saut dans l'inconnu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui ont vu que le système n'était plus viable, qu'il fallait en changer et que c'était quasiment une question de vie ou de mort. Néanmoins, ça a aussi joué pour réaffirmer, mais en tout cas sur une partie de la population et pas sur le tout, cette hégémonie culturelle néolibérale, ce sens commun néolibéral, et que la salvation, que le salut ne venait que du travail et de l'entrepreneuriat privé. Et ça, par exemple, Keiko Fujimori a très très bien joué là-dessus durant l'élection en proposant des bons d'ajustement salariaux,
en proposant des prêts à taux très faibles, des microcrédits à taux très faibles, en proposant qu'une partie des dividendes des entreprises minières soient reversées directement aux populations, pas à l'État, hein, attention, aux populations des villes ou des villages où les entreprises minières sont installées. Donc ça ne concernait pas Lima, il n'y a pas de mine à Lima. Et donc là, on voyait bien que précisément, la solution proposée par Keiko n'était pas un renforcement de l'État, hein, sinon de continuer à surfer sur ce sens commun néolibéral que le salut ne passe que par le développement économique, c'est-à-dire ce capitalisme populaire cher à Margaret Thatcher, hein, Keiko n'a rien inventé, cette espèce d'esprit du capitalisme sans éthique protestante, pour faire référence à Max Weber. Et donc, Keiko avait un outsider en face d'elle, parce qu'elle elle ne l'est pas, hein, elle a été première dame dans les années 90, ensuite elle a été élue députée, enfin, elle personnifie la continuité du système. Et en face, on avait un professeur, un maître d'école de zone rurale, important, de la montagne, c'est aussi important, paysan, c'est aussi important, agriculteur, rondero, je reviendrai pour expliquer, c'est extrêmement important, et soutenu par un parti qui se définit comme marxiste-léniniste, mariateguiste, en référence à l'intellectuel péruvien José Carlos Mariátegui, non, inventeur du socialisme péruvien. Et donc, il y a eu une alliance entre un parti structuré, même si c'est un parti encore assez jeune, qui est un parti régional, Perú Libre, et Pedro Castillo, qui vient de la lutte syndicale, et notamment pour pour s'opposer à une réforme, à une énième réforme de l'éducation nationale, réforme qui voulait, alors tenez-vous bien, hein, pour les Français ça va vous parler, qui voulait réduire le nombre de maîtres d'école fonctionnaires pour embaucher de plus en plus de contractuels. Encore une fois, hein, les économistes libéraux péruviens n'ont rien inventé, hein, ils appliquent finalement les dictats de la Banque mondiale. Je précise ça parce que cette grève, donc en 2017, qui a été un peu le moment où Pedro Castillo est apparu sur la scène publique, donc elle se fait dans le magisterio, c'est-à-dire les maîtres d'école. Ce qu'il faut voir, c'est que les maîtres d'école, surtout en zone rurale, ont un rôle qui va bien au-delà du simple fait d'enseigner aux enfants des populations rurales. Toutes les luttes populaires s'organisent autour de la structure syndicale de base du maître d'école, que ça soit pour revendiquer une route, que ça soit pour revendiquer l'accès à l'eau potable, que ça soit pour revendiquer une amélioration dans l'infrastructure. Les maîtres d'école condensent en fait les luttes populaires, surtout en milieu rural. Donc évidemment, c'était pas uniquement une revendication grémiale pour améliorer le salaire, c'était autre chose qui était en jeu. Et à ça s'ajoute évidemment la participation de Pedro Castillo dans les rondas campesinas. Alors, les rondas campesinas ont été créées au début des années 80, d'abord dans le nord du Pérou, puis ensuite dans le sud. Et ce sont des organisations communautaires. Alors, quand je dis communautaire, ce n'est pas ethnique, hein, c'est au sens de communauté de voisinage, des organisations de voisinage qui assuraient la sécurité et la justice sur leur lieu de vie. Alors, vous allez me dire comment est-ce possible? Ben, c'est possible parce que l'État est complètement absent. Et donc, les personnes se sont organisées autour de ces problèmes-là, qui sont des problèmes concrets, et ils y ont apporté une réponse dans un mode d'autogestion. Ça a pris une signification aussi particulière dans le sud du pays, puisque les rondas campesinas ont joué aussi un jeu pour tenir à l'écart à la fois le sentier lumineux et à la fois l'armée de leur village. Ce qu'il en est, c'est que ce sont aujourd'hui où il y a moins de problèmes, que ce soit de délinquance ou la guérilla a disparu,
ce sont des organisations, encore une fois, qui ont largement dépassé ce pourquoi elles avaient été créées, c'est-à-dire la sécurité et la justice communautaire, et qui sont de véritables autogouvernements locaux qui, en l'absence de l'État, organisent en assemblée générale les réponses collectives à des problèmes, encore une fois, d'infrastructure, d'accès à l'eau potable, mais pas seulement, aussi des problèmes sociaux, si quelqu'un n'a pas à manger, si quelqu'un a besoin de se faire opérer et qu'il n'a pas les moyens, etc. etc. Donc, c'est Rondas Campesinas, dont une des organisations regroupe 2,5 millions de Péruviens, était évidemment en faveur de Pedro Castillo pour de multiples raisons. La première, c'est qu'il en fait partie. Et la deuxième, c'est qu'il partage avec eux les mêmes préoccupations puisqu'il est issu du monde rural, paysan. Et il y a évidemment une sorte d'identification. On y reviendra, on y reviendra aussi. Donc, vous avez maître d'école et les ronderos, non? Plus toute une série d'organisations sociales qui sont aussi apparues ou renforcées durant la pandémie, puisque les gens étaient abandonnés à leur sort par l'État, notamment, je pense, aux ollas comunes. Alors, les ollas comunes, c'est notamment dans les villes, les gens qui s'organisent pour faire une soupe populaire avec les aliments qu'ils peuvent trouver ou qu'on leur donne dans les marchés pour que les gens ne meurent pas de faim. Alors, il y avait déjà un système de soupe populaire, mais qui dépendait de l'État, le comedores populares, mais ce système a évidemment été dépassé. Il a fallu créer des organisations donc, de ce type pour pallier l'absence de l'État et faire en sorte que les gens ne meurent pas de faim puisqu'ils avaient perdu leur emploi, puisqu'ils étaient confinés, etc., etc., pour mettre en lumière en quoi la pandémie a changé. Je précise un petit détail sur la grève de 2017, ça m'a échappé, mais je crois qu'il a quand même son importance pour ceux qui nous écoutent. C'est que la grève des maîtres d'école, pour mettre en brèche une énième réforme de l'éducation nationale, et qui a gagné, puisque la réforme a été retirée, a dépassé les autorités syndicales, la structure dirigeante du syndicat. C'est-à-dire que ce sont les syndicats de base qui se sont organisés et les structures dirigeantes syndicales ne les ont pas reconnues. Ils ont dit non, ça, ces gens-là, on n'a rien à voir avec eux, ce sont des éléments perturbateurs, nous allons négocier, nous sommes aptes comme corps intermédiaire à aller négocier avec le gouvernement. Et derrière, il y avait les bases syndicales qui disaient « ça fait 30 ans que vous négociez, il y a eu 17 réformes de l'éducation nationale, vous ne servez à rien, vous êtes des complices » et ils les ont complètement renversés. Ça, c'est aussi un élément marquant de la grève de 2017, c'est que les autorités syndicales se sont fait renverser par les bases qu'elles sont censées représenter. Donc là, il y a aussi un cercle propre à Pedro Castillo qui ne fait pas partie des organisations politiques traditionnelles. Les syndicats ne soutenaient pas Pedro Castillo. La CGTP soutenait Verónica Mendoza au premier tour et dans l'entre-deux tours, ils n'ont pas publié un seul tweet comme s'il ne se passait rien dans le pays. Et ça, c'est important. Les mouvements sociaux traditionnels ne soutenaient pas Pedro Castillo. Ça, c'est important parce que, bien évidemment, c'est un autre Pérou qui est en train de se lever. Et un autre Pérou qui, pour le coup, est allié, une alliance avec donc un parti de gauche, marxiste-léniniste, vertical, avec un programme de gouvernement très, très révolutionnaire. Et ça va être évidemment, c'est ce qui va faire peur à la droite, qui n'aura de cesse, et encore maintenant, dans l'entre-deux tours, de taper sur Perú Libre et surtout son secrétaire national Vladimir Cerrón, qui est un chirurgien péruvien formé à Cuba, ancien gouverneur de la province de Junín, d'ailleurs assez symbolique, puisque Junín était le lieu d'une des grandes batailles de l'indépendance, il y a 200 ans, exactement. Et donc, l'idée de la droite, et encore maintenant avec la pression exercée par le clan fujimoriste, est
de faire en sorte que de séparer Pedro Castillo de la structure politique de Perú Libre qui est très marquée à gauche. Alors, le vote pour le deuxième tour a surtout été marqué par un anti-vote. C'est-à-dire que si l'on prend les résultats en termes d'électeurs, Pedro Castillo, donc qui fait 19% des bulletins exprimés, non? Mais en réalité, si on prend au niveau du nombre d'électeurs, Pedro Castillo passe au deuxième tour avec 10,61%. C'est-à-dire à rien. Keiko Fujimori, elle passe au deuxième tour avec 7,3% des voix. Donc c'est important parce que faut aller les chercher, les autres électeurs, pour pouvoir être élu président, en sachant qu'il y a eu 72% de participation au deuxième tour. Et le vote a surtout été marqué au deuxième tour par un anti-vote. Un anti-vote, donc anti-fujimoriste pour Castillo, c'est-à-dire de personnes qui ne voulaient pas le retour à la dictature, qui ne voulaient pas le retour du système mafieux fujimoriste au pouvoir. Et cet anti-vote s'est doublé, dans le cas de Castillo, d'un vote d'identification, c'est-à-dire d'un vote d'identification soit de classe sociale, soit du clivage géographique, étant donné que Pedro Castillo est de la montagne, paysan, etc., mais dans une minorité, en tout cas, par un vote d'adhésion. C'est-à-dire on a là un vote d'identification doublé d'un anti-vote anti-fujimoriste et évidemment un petit noyau de vote d'adhésion au programme, mais ce n'est pas ça qui a fait la différence. Et dans le cas de Madame Fujimori, il y a eu aussi un énorme anti-vote, c'est-à-dire que les personnes, énormément de personnes qui ont voté Keiko Fujimori ne votaient pas pour elle. Alors j'en ai rencontré plein parce que je suis allé à la manif non au communisme et c'était assez instructif. Ils m'ont offert un masque d'ailleurs, je ne l'ai pas là, sinon je vous l'aurais montré. Et en fait, Keiko a surfé évidemment sur les peurs. Donc elle a évidemment surfé sur les peurs héritées de ce sens commun néolibéral et notamment que si Castillo allait gagner, il allait saisir la maison que vous n'avez pas fini de payer, qu'il allait vous prendre la voiture que vous n'avez pas, etc., etc. Ce sont des arguments qui marchent, hein, il ne faut pas le nier. Alors pourquoi il marche? Il marche parce que, comme je vous l'ai dit, le système s'est effrité, l'hégémonie culturelle s'est effritée, mais pas complètement. Hein, c'est le nouveau Pérou qui est en train de naître n'est pas encore hégémonique et il y a évidemment beaucoup de citoyens péruviens qui voient le monde au prisme du néolibéralisme et donc ce type de peur évidemment fonctionne et fonctionne pas que dans les classes riches, sinon ça serait trop simple. Alors elle fait 20% Keiko. Donc au soir des élections, le résultat est assez serré. Quand on voit déjà, pour des personnes qui sont assez, on va dire, rodées au système électoraux, m'avait compris dès le lundi soir que Pedro Castillo avait gagné, en faisant quelques comptes tout simples, hein, quand il restait que les votes de l'étranger, on voyait combien de votes de l'étranger il restait, même si Keiko les emportait tous, elle n'y arrivait pas. Il restait des votes sur Cusco qui est un fief, enfin dans le sud du pays, sont des fiefs de Pedro Castillo. Donc évidemment, on le savait d'ailleurs que Keiko Fujimori aussi, puisque dès le lundi soir, elle parle d'indices de fraude et donc donne le là de tout ce qui a suivi depuis. Et donc, ils sont en ce moment en train d'essayer de transférer l'électoral, hein, puisque là, il y a eu 100% des bulletins qui ont été dépouillés, comptabilisés, et Pedro Castillo a gagné de 41 000 voix. Il y a encore des bureaux de vote qui ont été portés devant le tribunal électoral. Il y a eu 80% de ces plaintes qui ont été rejetées par le tribunal électoral.
Non, l'horizon, c'est généralement des bureaux de vote du sud du pays, hein, où Pedro Castillo fait 80% des voix. Donc, la plupart de ces plaintes n'ont pas été acceptées. Et là, il en reste 20%, même si elles sont acceptées et que les élections sont annulées, Keiko ne gagne pas. Dans tous les cas de figure, elle a perdu. Donc, ils sont en train d'essayer de porter ça au niveau juridique pour essayer de faire invalider l'élection. Ça a très peu de chances d'aboutir. Et puis, il y a aussi le fait que de délégitimer complètement la présidence, en tout cas le début de la présidence de Pedro Castillo, et aussi d'exercer une pression pour que le premier gouvernement de Pedro Castillo ne soit pas un gouvernement trop à gauche, qu'il soit un gouvernement plus modéré. Tout ça, évidemment, à prendre en compte. Il faut savoir, bien évidemment, que Keiko ne joue pas seulement le siège de la présidence, elle joue sa liberté, puisque si elle ne bénéficie pas de l'immunité présidentielle, elle va s'affronter à un procès qui lui pend au nez et pour lequel elle pourrait aller 30 ans en prison. Donc ça, c'est pas à négliger, elle est en train de jouer sa liberté. Et puis, elle joue aussi le nom de famille qui a marqué les 30 dernières années du système politique péruvien, puisque en disparaissant, il y a fort à parier que depuis les rangs de la droite, voyant que Keiko est une machine à perdre, puisqu'elle a déjà perdu en 2016 pour 41 000 voix d'écart, et elle avait perdu aussi en 2011, il y a fort à parier qu'au sein de la droite, et notamment sous la pression d'une extrême droite montante, alors vous allez me dire Keiko, c'est déjà l'extrême droite, oui, mais il y a encore pire, et il y a tout le clan de Lopez Aliaga qui ferait passer Bolsonaro pour un gauchiste, et il y a fort à parier qu'il y ait évidemment des tensions et qu'elles soient dévorées de manière interne par la droite. Donc on est peut-être en train d'assister ces jours-ci à la fin d'un grand cycle de la politique péruvienne avec, on le verra en tout cas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, le départ peut-être de Keiko Fujimori, si elle arrive à se réfugier dans une ambassade ou à quitter le pays, ce qui serait à mon avis fort possible, puisqu'elle dispose encore de beaucoup de contacts dans les services de sécurité de l'État et dans la justice, ou alors directement expulsée depuis ses propres fils. Voilà, je vais m'arrêter là, j'ai même un peu trop dépassé, Gloria me grondera, et on va prendre quelques questions, évidemment, si vous en avez quelques-unes. Gloria, tu n'as pas branché ton micro. Ça y est, voilà, je ne pouvais pas. Excusez-moi. Donc, merci, Romain, c'était très, très précis et c'était tout à fait nécessaire, non, ce contexte et les éléments que tu as donnés pour comprendre, parce qu'on lit plein de choses, mais c'est bien à un moment de faire de réunir tout ça pour comprendre comment ça s'engence et ça s'articule. Alors, je vais commencer par je vais souligner 2 ou 3 choses et pour te poser une question, et après, je vais passer la parole à l'ensemble de nos amis qui sont là, des personnes qui sont… Alors, justement, Keiko Fujimori, elle fait pression. Est-ce qu'on peut dire qu'elle fait pression avec l'idée de consolider une opposition, de renforcer une opposition qui, d'une certaine façon, pourrait, disons, empêcher le gouvernement de Pedro Castillo. De façon à… Elle essaie de conglomérer l'opposition autour d'elle et de peser. Ensuite, quid de la constituante? Est-ce que on peut imaginer que Pedro Castillo va aller vers une constituante, puisque c'est vrai que depuis déjà plusieurs années, une immense majorité de Péruviens souhaitent cette constitution, cette nouvelle constitution, cette constituante. On a vu beaucoup de manifestations depuis 2-3 ans dans les rues au Pérou sur ce sujet. Autre élément, que va-t-il se passer d'ici le 28 juillet où
Pedro Castillo doit faire sa déclaration et prendre ses fonctions. Ensuite, de quelles alliances va-t-il pouvoir, parce qu'effectivement, on a vu passer sur les réseaux sociaux et dans des articles des analyses qui disaient les deux votes qui ont eu lieu pour Castillo ou pour Fujimori sont des anti-votes. Donc, en fait, aucun des candidats ne convient au Pérou. Il faudrait trouver un autre président ou une autre présidente. Et donc, sur quelles alliances peut compter Pedro Castillo? Est-ce que Juntos pour Pérou va être un soutien ou bien est-ce qu'ils vont rester à l'écart? Et enfin, dernière question, j'ai vu passer des éléments qui disent que Keiko Fujimori et l'OEA et Almagro auraient prévu de déclarer qu'il y a eu fraude et que c'est Keiko qui a été élu. Almagro, suivant certains, aurait déjà une déclaration toute faite et aurait fait un contact avec un des responsables de l'armée pour militariser le pays. Donc, quid de tout ça? Je vais commencer par la deuxième. Je commencerai par la dernière. J'ai vu circuler ça. Je pense très honnêtement que c'est une fake. Parce que l'OEA était présente et les observateurs de l'OEA n'ont relevé aucun indice de fraude. Donc, ils ont rendu leur rapport préliminaire, ils se sont prononcés. Donc je ne pense pas. Et puis, Almagro est trop préoccupé en ce moment. Il a beaucoup de travail puisqu'il vient encore de faire des déclarations contre le Venezuela, donc son obsession. Donc, je ne pense pas que Almagro puisse jouer un quelconque poids. Et puis, surtout, Almagro n'agit pas seul. Almagro, c'est un pion. Et visiblement, son maître ne se prononce pas. Il y a même eu de très bons articles, enfin des articles en faveur de Pedro Castillo dans de nombreux médias états-uniens qui laissent à penser que pour l'instant, les États-Unis attendent un peu de voir comment le vent va tourner, non? Et donc, quand je dis le vent va tourner, c'est qu'est-ce que va faire Pedro Castillo? Est-ce qu'il va c'est la grande question. Est-ce qu'il va, parce que le Pérou a été marqué aussi par la trahison. Il y a eu un espoir en 2011 avec l'élection d'Ollanta Humala et qui a tourné le dos au peuple péruvien en moins de 6 mois. Et il y a ce traumatisme qui perdure et qui dit qu'est-ce que va faire Castillo? Alors, à la différence de Humala, Castillo, c'est quand même quelqu'un qui vient du peuple humble, c'est un euphémisme. À titre personnel, je doute qu'il trahisse les siens, c'est-à-dire le petit peuple péruvien qui a placé beaucoup d'attentes dans sa personne. Tu parlais des alliances avec donc Juntos por el Perú, Nuevo Perú de Verónica Mendoza, c'est déjà fait, c'est déjà acté, à part quelques électrons libres qui parlent un peu trop, mais les structures, en tout cas, de cette gauche qui est une gauche, on va dire, plus occidentale, plus académique, qui a déjà fourni quelques cadres à Pedro Castillo, notamment celui qui est vu comme étant le futur ministre de l'économie, celui qui devrait occuper le ministère de la Santé en est aussi proche. Donc, il y a déjà des alliances. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que Perú Libre, donc 37 députés, plus les 5 députés de Juntos por el Perú, ça ne fait pas une majorité. Donc, évidemment, il y aura des problèmes pour gouverner au départ. Tu disais, l'antivote, finalement, c'est pas... Les Péruviens n'ont pas élu quelqu'un qu'ils voulaient. Oui, enfin, non. Déjà, quand on vote, on prend un bulletin de vote et qu'on vote pour Pedro Castillo, on vote pour Pedro Castillo, même si on y va avec une pince à linge, des plumes dans les fesses ou quoi que ce soit, c'est un vote Pedro Castillo, point barre. Mais surtout, Pedro Castillo a des cartes en main. C'est-à-dire que s'il applique son programme économique,
il va améliorer la qualité de vie d'une grande majorité de Péruviens. Ça, cette carte-là, elle l'a pas, Keiko. Donc, c'est-à-dire que l'application, en tout cas du programme, soit du programme de Pérou Libre, soit de la feuille de route qui s'est faite entre les deux tours pour le candidat Pedro Castillo, de toute façon, aura des répercussions sur la plupart des citoyens péruviens qui verront qu'on non seulement on leur vole pas leur maison, leur poule ou on collectivise pas leurs femmes, mais qu'en plus leur situation s'améliore. Donc évidemment, ça participera à faire baisser les tensions. Et puis pour la classe moyenne supérieure de Lima, elle verra elle aussi qu'on lui prend rien. Alors elle rouspètera encore, mais finalement, Pedro Castillo a aussi une réserve pour pouvoir arriver à faire baisser un tant soit peu la conflictivité politique qui règne en ce moment au Pérou et dont ne s'accommodera certainement pas un secteur de la bourgeoisie. Parce que s'il y a une haute conflictivité politique, un espèce de climat de guerre civile auquel c'est ce que voudrait Keiko, il y a tout un secteur de la bourgeoisie qui va dire attends, moi, mes chargements d'asperges ou d'oignons qui doivent partir à l'export, ça fait une semaine ou 2 semaines que les routes sont coupées et mes chargements ont pourri dans les camions. Pareil pour les mines, etc. Il y a un secteur de la bourgeoisie qui ne va pas se la jouer pour la tête de Keiko pour éviter que Keiko elle ne parte pas 30 ans en prison. Ils s'en foutent complètement. C'est leur business qui importe. Et donc, il y a aussi ça qui joue. Et le possible futur premier ministre, pardon, excusez-moi, le futur ministre de l'économie, enfin, probable, non, donc Pedro Franque, s'est déjà réuni avec 1000 investisseurs nationaux et internationaux, donc pour leur montrer un peu quelles étaient les lignes programmatiques et qu'il y avait évidemment, que ce n'était pas la collectivisation à marche forcée. Donc là, je pense que ça va aussi jouer. Et donc, pour dépasser aussi, alors ça c'est un risque que le Congrès, donc où il y a quand même une majorité à droite. Alors pas que, parce que on parle des alliances avec Nuevo Perú, Juntos por el Perú, donc qui est la gauche, on va dire moderne, occidentalisée, pour aller vite. Il y a aussi certains secteurs de centre droit ou de droite qui ont rejoint Pedro Castillo. Il faut ou certaines individualités tout au moins. En revanche, effectivement, dans un congrès qui a destitué 3 ou 4 présidents en 5 ans, il est à craindre que la droite va faire tout pour éviter que Pedro Castillo puisse gouverner. Ça, c'est une véritable question. Je pense à titre personnel que là, la carte de la constituante est intéressante. Alors, ça serait un peu la lancer de manière anticipée, mais effectivement, la constituante, pour rebattre les cartes du jeu démocratique, si elle est aussi plénipotentiaire et souveraine, pourrait peut-être s'imposer aux décisions prises par l'Assemblée législative. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que le pouvoir législatif est honni au Pérou. Honni et détesté, puisque précisément, ils ont participé, et c'est peu de le dire, à l'ingouvernabilité du pays pendant au moins les 5 dernières années. Donc la carte de la constituante, c'était un des piliers fondamentaux du programme de Pedro Castillo, avec la récupération, la nationalisation des ressources naturelles, notamment du gaz, et l'amélioration de la santé, de l'éducation et des services publics en général. Ça, c'est les piliers. La constituante, évidemment, va avoir une importance fondamentale dans les prochains mois, dans la prochaine année. Et il y avait encore une question, c'était Keiko est-elle en train d'unifier l'opposition? Ça dépend. Ça dépend parce que tu peux unifier l'opposition quand tu es libre et quand tu as du temps devant toi. Elle n'a pas de temps devant elle. Elle a un procès avec 30 ans de prison qui lui pend au nez.
Et elle a dans son propre camp des gens qui se verraient bien lui ravir la place. Donc, évidemment, qu'est-ce qui va se passer jusqu'au 28 juillet? Il reste, on est quoi? Il reste un mois. Ça va être une confrontation politico-judiciaire. Alors, le Pedro Castillo, ses partisans, et notamment Perú Libre et Vladimir Cerrón, ont joué la carte démocratique jusqu'ici, en disant on attend les résultats, on attend le comptage des urnes, etc. Après-demain, samedi, il va y avoir une manifestation gigantesque à Lima des partisans de Pedro Castillo. Et bon, voilà, histoire de montrer un peu les muscles aussi. C'est bon. T'as pas ton micro. Oui. Si, ça y est, c'est bon. Donc, je propose de vous passer la parole et je vais lire quelques remarques de Maï Walid, où dedans il y a aussi des questions. Hein. Donc, elle remercie pour cette excellente mise en contexte faite par Romain. Et est-ce que Romain va nous parler un petit peu de la place géopolitique que peut occuper le Pérou dans l'Amérique latine? Parce que c'est vrai que on a à côté l'Équateur qui est passé de l'autre côté, on a la Colombie avec ce qui se passe aujourd'hui en Colombie, on continue à avoir des mesures de plus en plus difficiles et criminelles contre le Venezuela et contre Cuba. La situation à Cuba est très compliquée en ce moment. Oui. Plus le Nicaragua, plus on voit là qu'il y a des manifestations qui démarrent en Uruguay, donc la situation est compliquée et est assez mouvementée en Amérique latine. Donc, quel peut être le poids? Et puis aussi, peut-être, nous dit Maï Walid, que la problématique sera de comment établir un nouvel État, cet État qui a été complètement démonté. Tu disais que, voilà. Et comment la bureaucratie va-t-elle réagir? Parce que Castillo n'a pas vraiment un parti, mais plutôt un mouvement social. Ouais. Et on a dans la foulée où se situe l'armée au Pérou, nous dit Jean-Marc Bonneau. Ouais. Alors, c'est là où se situe l'armée au Pérou. Pour l'instant, l'armée, elle bronche pas. Elle attend les résultats. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas 2 ou 3, surtout des gradés en réserve, qui ne font plus partie de l'armée, qui se sont exprimés donc contre Castillo. Immédiatement après, le ministère de la Défense a fait un communiqué en disant que ça concernait qu'eux. Donc, pour l'instant, l'armée n'a pas vraiment non plus intérêt à une situation de guerre civile. Même s'il peut y avoir des hauts gradés un peu fous, le corps de l'armée péruvienne, aller tirer sur leurs compatriotes, c'est pas forcément un plaisir. Et puis il y a un autre risque, à mon avis, l'armée péruvienne a dû l'analyser, c'est que les clivages géographiques font que si on entre dans une espèce de climat de déstabilisation complète, de polarisation complète, il y a tout le sud du Pérou où Castillo fait 85% des voix, qui va peut-être avoir certaines velléités sécessionnistes. Donc ça, c'est un jeu sur lequel on ne peut pas, évidemment, l'armée n'a pas du tout envie d'enflammer la situation. La question sur l'État, elle est fondamentale et elle est, à mon sens, pas assez traitée au Pérou, notamment par ceux qui viennent de prendre le pouvoir. C'est-à-dire, que faire avec l'État? J'ai eu plusieurs discussions avec des responsables politiques sur cette question-là. Et pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour de penser à une réforme de l'État avec une participation populaire, avec qu'est-ce qu'on va faire avec la bureaucratie. Je pense que sur ce thème-là, ça se verra dans la première année de gouvernance. C'est-à-dire, s'il y a une bureaucratie, comme dans d'autres pays, au Venezuela en particulier, qui stoppait les réformes sociales de Chavez, il va falloir penser à un système et à une réforme de l'État, quid de la participation populaire. Pour l'instant, ces thèmes-là ne sont pas du tout traités, mais ils vont l'être immanquablement.
Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que l'urgence sociale est telle au Pérou. Je rappelle quand même que la plupart des pays d'Amérique latine, à l'exception de la Colombie et du Pérou, n'ont pas connu de gouvernement un tant soit peu progressiste. Et je suis dans un bon jour. Je vais même mettre Michelle Bachelet dans l'eau de ces gouvernements progressistes. Pour moi, elle ne l'était pas, mais comme je dis, je suis dans un bon jour. Le Pérou n'a même pas eu une Michelle Bachelet. Donc, il y a une telle urgence sociale que pour l'instant, cette question-là n'est pas forcément la question qui a la plus grande priorité. Et pour la géopolitique du Pérou, le Pérou est un très grand pays, même si on l'a oublié, même si on l'a oublié parce qu'il n'est pas monté dans le train des gouvernements progressistes rose-rouge de la première décennie des années 2000. Il y a un paradoxe aussi, parce que je pense que c'est le pays le plus connu, ou en tout cas le pays qui génère le plus d'imaginaire social en Europe, en tout cas avec le tourisme, le Machu Picchu, la gastronomie, Tintin au pays des Incas. Hein, c'était pas Tintin au pays du pétrole au Venezuela, c'était Tintin au pays des Incas. Et puis toute une série de choses de littérature qui nous ramènent immanquablement à situer le Pérou dans notre imaginaire social. Et pourtant, dès qu'on parle de la situation politique ou économique, là, le Pérou est complètement absent. Et pourtant, c'est un très grand pays. C'est un pays qui a donc le vice-royaume d'Espagne. C'est un pays qui a une bourgeoisie, une vraie bourgeoisie avec des moyens de production, ce qui n'est pas le cas, encore une fois, dans de nombreux pays d'Amérique latine. C'est un pays qui est riche en minerais, qui a une agriculture vivrière très développée et de l'agro-export aussi assez développé. Les asperges qu'on mange en hiver, ça vient du Pérou, par exemple. Les Péruviens n'en mangent pas, soit dit en passant, ou peu. Et bien évidemment, que le Pérou, je dirais, est un gouvernement, alors je ne sais même plus comment l'appeler, parce que national populaire, on va l'appeler. On ne peut plus l'appeler post-capitaliste, puisque c'est encore devenu post-capitaliste, parce qu'en plus, là, c'est vraiment intéressant, puisque effectivement, à la différence de tous les gouvernements qui progressistes ou national populaires qui ont pris le pouvoir dans les années 2000, là, le Pérou réussit à conquérir le pouvoir par une alliance entre un parti politique, mais aussi des mouvements sociaux, enfin, je ne sais même pas comment les appeler, on va dire des structures organisationnelles inédites. Et donc, là encore, ça apporte beaucoup de réflexions, notamment conceptuelles, sur ce thème-là, et pas pour le Pérou d'ailleurs, pour la France notamment, hein, parce qu'il y a un petit air de gilet jaune hein, chez les partisans de Castillo. Et donc je continue ma igualida, je ne me suis pas échappé. Sur la géopolitique de la victoire au Pérou, si vous regardez un peu, l'année prochaine, enfin cette année, il y aura des élections au Chili. Daniel Jadwe est assez bien placé pour remporter les élections. Et en 2022, il y aura des élections en Colombie et des élections au Brésil. Et encore une fois, Gustavo Petro en Colombie et Lula au Brésil sont aussi très bien placés dans les sondages pour l'instant. Alors, c'est encore trop loin, on ne peut pas faire des pronostics. Le seul pronostic qu'on peut faire, en tout cas pour la fin de l'année, c'est la victoire immanquable de Daniel Ortega, puisqu'il est qualifié de 73% d'intention de vote dans les sondages, donc ça ne devrait pas changer. Mais en tout cas, y compris pour Jadwe, mais surtout pour Petro et pour Lula, c'est trop loin pour pouvoir faire des pronostics. Il n'empêche que le Pérou peut être un aspirateur et favoriser aussi la victoire de ces candidats dans ces pays-là. Ce qu'il faut voir aussi, alors je te reprends un peu Gloria aussi sur l'acceptation d'une constituante, ça fait quand même pas plusieurs années, ça venait d'un secteur politique particulier, cette revendication généralement assez liée à Verónica Mendoza, et ça a évidemment pris de l'ampleur de manière transversale, notamment par la pandémie. Mais ce qui a joué aussi sur la demande de constituante, et ce qui certainement jouera un jeu plus tard, dans les semaines, mois qui viennent, c'est la constituante au Chili. Le Chili, c'est le pays rival, mais c'est le pays voisin. Les Péruviens regardent ce qui se passe dans le pays voisin. Et puis, immanquablement,
le scénario qui s'est déroulé au Chili avec cette constituante a marqué, les Péruviens. Donc, il y a des appels d'air comme ça. Et si vous regardez, si vous imaginez, alors là, c'est un peu n'importe quoi, mais si vous imaginez que le Brésil, la Colombie et le Chili se tournent vers des gouvernements progressistes, eh ben, il ne reste plus grand monde à droite sur le continent. Hein. Il reste l'Asso qui va être complètement esselé au milieu de 3 gros pays rouges, et puis l'Uruguay et le Paraguay. Voilà, qui sont de très grands pays, comme chacun le sait, mais qui sont à droite et qui vont être aussi isolés. Donc, peut-être, voilà, pour tous ceux qui parlaient de fin de cycle en 2015, bah, c'est un peu plus complexe que ça. Hein. C'est le système des vagues, là, dont parlait Garcia Linera. Oui, plutôt oui. Donc, merci. Nous avons une remarque de Briec qui nous dit « Bonjour, Romain Migus a oublié de dire que Vladimir Cerrón a été condamné à 4 ans de prison avec sursis pour corruption et que des procureurs avec la police sont en train de faire des investigations dans le gouvernement régional de Junín. De plus, il y a 3 congressistes de Perú Libre qui ont des procès pour terrorisme et on revoit apparaître el terruqueo et los terrucos, bien sûr. » Alors, que dit? Alors, oui, mais j'allais en parler justement de ça, effectivement. Oui, alors il y a eu donc Vladimir Cerrón a été gouverneur donc, de la province de Junín et effectivement, il y a eu un procès, si ma mémoire est bonne, alors pas pour corruption, mais pour malversation de fonds, mais pas seulement sur Cerrón. C'est-à-dire qu'en 2 ans, il y a eu la plupart des leaders de la gauche qui, depuis 2019, essayaient de s'unir, qui ont eu aussi des procès du même genre. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a un juge qui a dicté un habeas corpus pour pouvoir lever le jugement contre Cerrón. Donc, l'affaire est encore, voilà, parce que le pouvoir judiciaire maintenant enquête sur le juge qui a fait ça. Donc, la suite n'est pas dite. En tout cas, il est vrai qu'il y a 3 jours, la police est intervenue dans les maisons, en fait, c'est le siège de la plupart des cadres du parti de Perú Libre. Alors, les cadres qui ne sont pas élus, donc qui ne sont pas élus députés, on reviendra après sur la 3e question. Là, quand même, on peut, alors donc pour essayer de les inculper pour corruption. Là, on peut se demander quand même quel est le but, n'est-ce pas? Alors, on n'est pas dans une justice impartiale. Hein. La justice est tout sauf impartiale au Pérou. Il y a des clans hein, dans le système judiciaire. Dans le cas là, des personnes qui ont été, dont la police a mis en examen, exactement, ça peut avoir 2 conséquences. L'une d'elles, c'est que je crois qu'il s'agit de 15 personnes à peu près. C'est pas n'importe qui a été, c'est pas pour le coup, je m'excuse pour le militant de base, mais c'est pas le militant de base, c'est-à-dire c'est 15 cadres du parti, c'est-à-dire 15 potentiels ministres, vice-ministres, directeurs de ligne, c'est-à-dire 15 hommes d'État, hein, ou 15 femmes d'État, parce qu'il y a des femmes aussi dedans, qui ont été mises en examen. Donc, l'idée peut être aussi d'empêcher des cadres du parti de Perú Libre d'accéder aux arcanes du pouvoir de l'État et donc de laisser Pedro Castillo aller les piocher dans d'autres secteurs beaucoup moins à gauche que Perú Libre. Parce qu'il faut quand même un jugement. Je veux dire, il n'y a pas de jugement. Pour l'instant, ils ont été mis en examen. Et je pense qu'à titre personnel, ce jugement ne mènera à rien. J'en connais quelques-uns d'ailleurs qui ont été mis en examen. L'autre hypothèse que l'on pourrait faire, c'est parce qu'il n'y a pas eu de jugement, mais par contre les médias au Pérou, on peut en parler aussi, c'est-à-dire BFM est un modèle d'impartialité et presque de gauchisme à côté, ou CNews, ils sont complètement en roue libre. Ce que les Péruviens découvrent d'ailleurs, ça m'a beaucoup étonné, ça, moi qui ai vécu la partialisation des médias à outrance depuis
depuis 15 ans au Venezuela ou en Équateur, ça peut, évidemment, les médias, eux, ont rendu le verdict. Ces gens-là sont d'affreux corrompus, etc. Donc, il n'y a toujours pas de jugement au niveau judiciaire, mais les médias ont rendu le verdict. Ça peut être une façon aussi pour le fujimorisme d'équilibrer. Ça, tout le monde sait que le fujimorisme est un repère de corrompus et de dire, oui, mais regardez, ceux qui vont prendre le pouvoir le sont aussi. Oui, d'accord, mais il n'y a pas de jugement encore sur eux. Donc, cette affaire est assez trouble. Pour les procès pour terrorisme, je pense que tous ceux qui sont dans la salle Zoom en ce moment pourraient être affectés d'un procès pour terrorisme au Pérou. Peut-être que quelqu'un de droite ou néolibéral se cache dans la cinquantaine de personnes que nous sommes, mais durant 30 ans, être accusé être de gauche revenait aussi à être accusé de terrorisme. Hein. Les Péruviens ont même un néologisme, on parlait de ça, c'est le peruqueo, c'est-à-dire d'assimiler toute personne qui conteste le système ou qui va être à l'initiative d'une lutte sociale, de l'accuser de terrorisme. Pedro Castillo a été accusé de terrorisme. Alors là, il y a un procès, non? Oui, attendons le procès. Voilà. Attendons le procès. Alors, les députés ont une immunité parlementaire aussi. Faut aussi voir ça. Oui, donc même s'ils sont mis, si c'est futurs cadres et futurs ministres, etc., sont mis en examen, Pedro Castillo pourra quand même leur demander de faire partie de son gouvernement en attendant que le jugement arrive. Alors, nous avons plusieurs questions. Nous avons Yannette Ramos, je crois, nous dit: les droites ont peur de perdre du terrain en ADS. Lénine, par exemple, a soutenu les putschistes boliviens. Oui, c'est ce qui est en train de sortir dans les médias, avec du matériel de répression qui a aidé à faire les massacres en Bolivie. Jean-Marc nous dit: n'oublions pas le Lofer Lula en est un exemple, et aussi l'Équateur, qui est aussi est paradigmatique en ce sens. Il y a une question de Ana Mileda sur les rondas campesinas. Oui, tu avais promis que tu allais expliquer ce que c'était, los ronderos. Et donc, voir un petit peu, expliquer un peu ce que sont los ronderos et les rondas campesinas. Je crois que j'avais touché un mot dans l'introduction que j'ai faite, c'est-à-dire c'est des organisations de voisinage dont le but principal, qui se sont organisées en tout cas au cours de la sécurité communautaire et de la justice communautaire. Donc, c'est-à-dire rondero, rondas. Pourquoi? Parce qu'ils font des rondes le soir à tour de rôle pour regarder s'il n'y a pas un voleur qui rentre dans la communauté de voisinage, etc. S'ils chopent un voleur, ils vont le regarder pourquoi il a volé. Si c'est par nécessité, ils vont lui faire des travaux d'intérêt généraux, le faire participer à des rondas, c'est-à-dire le réintégrer dans la structure communautaire. Si c'est un voleur qui vole par plaisir, il prendra quelques coups de fouet. C'est extrêmement brutal, mais c'est comme ça. Je pense que ça lui passera l'envie de recommencer. Et donc, ça rend le justice communautaire et sécurité locale. Mais ce qu'il faut voir, c'est que ça va au-delà de ça. Alors, pourquoi? Tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État, il n'y a pas de police. Quand la police est là, d'ailleurs, elle est soit corrompue, mais sinon, il n'y a rien. Donc, c'est une réponse des gens et qui se mettent en auto-gouvernement. Et du coup, il y a une contrepartie qui est le fait que dans les rondas, toutes les décisions se prennent en assemblée générale avec toute la communauté de voisinage, non seulement pour élire leurs représentants, il y a des représentants au sein de cette organisation, mais aussi pour gérer les problèmes de la communauté de voisinage, pour les représentants pour avoir des liens avec des structures de l'État comme des mairies ou comme des gouvernements régionaux pour, par exemple, refaire une route ou autre chose. Mais sinon, la plupart des décisions et des actions collectives et sociales
qui se prennent depuis les rondas, comme aider les plus pauvres, faire à manger pour tout le monde, organiser une collecte pour payer l'opération du rein à une personne du village, etc., sont organisés de manière collective en assemblée générale. Voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu le Venezuela, moi j'ai trouvé, alors j'y suis allé, hein, je ne l'invente pas, je ne l'ai pas lu, je suis allé voir des ronderos, j'ai fait des assemblées générales avec les ronderos, j'ai essayé de voir comment ça marchait, parce que pour moi cette réalité, je la connaissais absolument pas. Et de fait, quand on a essayé de me l'expliquer à Lima, y compris des personnes de gauche, il y avait aussi une certaine distanciation, c'est-à-dire, d'une part, c'est pas leur réalité, et puis il y avait un certain mépris aussi, hein. C'était une bande d'alcooliques qui allaient emmerder les nanas le soir du haut de la supériorité que leur conférait le maniement de la sécurité. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas du tout ça. Moi, comme je dis, alors, est-ce que ça me pose pas quelques problèmes conceptuels, moi qui ai l'habitude de défendre l'État, notamment sur la justice communautaire? Bah oui, mais à la limite, on s'en fout de mes problèmes conceptuels. Je peux toujours les avoir à Marseille, hein, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'est que les gens vivent une réalité et qu'ils apportent des solutions collectives à cette réalité. Ceux qui connaissent un petit peu le Venezuela, la structure des rondas ressemble beaucoup aux conseils communaux au Venezuela. Énormément, de fait. D'accord. Alors, je vais donner la parole à Anna Milena. Thomas va lui ouvrir le micro et ensuite nous aurons une question de Denise. Merci beaucoup, Gloria. Je serai brève parce qu'en effet, la réponse a été, ça m'a donné une bonne réponse. Mais je me posais la question parce que je me demandais si je devais assimiler ce type d'organisation communautaire plus à ce qui se passe en Colombie. Donc, chez les Indiens, par exemple, les communautés indiennes qui ont une gouvernance donnée par la Constitution nationale qui est autonomique, ou une autre chose complètement à l'opposé, c'est pour ça que ça me posait des questions, qui est l'organisation illégale paramilitaire qui opère aussi en Colombie. Donc, on est en plus dans deux choses complètement opposées et je me disais où est-ce que se trouvent les rondas campesinas au Pérou. Merci. Merci, Anna Miliana. Oui, alors c'est marrant, Anna, que tu dis ça parce que, donc en fait, le système des rondas, j'ai commencé à m'y intéresser un peu, mais depuis Lima, pendant le premier tour des élections, donc en avril. Et ma première question, quand on a essayé de m'expliquer qu'est-ce que c'était que les rondas, ça a été de dire « Ah ouais, mais c'est los convivir, ça, c'est les convivir colombiens ». Bon, je me suis fait crier dessus, quasiment, je me suis fait cracher dessus. On m'a dit non, pas du tout, pas du tout. Donc, bon, j'ai laissé un peu de côté pour pouvoir voir durant l'autre voyage, là, pour aller voir sur place de quoi il traitait. Alors, en sachant qu'il y a les rondas du Nord sont un peu différentes des rondas du Sud, hein, les clivages géographiques, ethniques aussi se superposent à l'organisation locale, communautaire. L'État il y a une loi, hein, des rondas campesinas qui est arrivée après, c'est-à-dire ça a été en autonomie pendant assez longtemps. Il y a une loi qui régit les rondas campesinas. Dans la pratique, elles sont quand même fortement autonomes. Fortement autonomes. Alors, la question de Denise. Denise nous dit, l'économie parallèle va-t-elle s'amplifier pour gagner la paix sociale? Qu'en sera-t-il aussi de la lutte contre la corruption, la lutte contre le narcotrafic, sachant que ce secteur semble porteur pour une partie de la population? L'économie parallèle, vous faites référence à ce que je mentionnais, la coupe illégale de bois, la drogue, etc., ou l'économie informelle? Il faudrait juste préciser. La lutte contre la corruption, c'est un des piliers, de ce que disait Castillo, hein. Il faut que le système est corrompu. D'ailleurs, en tout cas, dès qu'on s'écarte aussi de Lima, c'est une rengaine aussi de la population. Il faut lutter contre la corruption. Même Keiko, dans son programme et dans ses discours, disait vouloir lutter contre la corruption, ce qui prête assez à sourire. Mais bon, il y a des gens qui
qui lui faisaient confiance pour ça. Donc évidemment, hein, la corruption, c'est tous les présidents en tôle, des procès pour corruption, en veux-tu, en voilà. Je pense que la plus grande tâche de Castillo, en dehors évidemment des urgences sociales et sanitaires qui accablent le Pérou, c'est de restructurer le pouvoir judiciaire. Ça, c'est clair, net et précis. Par contre, la tâche n'est pas aisée. La tâche n'est pas aisée. C'est même une tâche que les gouvernements progressistes, la plupart, n'ont pas réussi en plus de 10 ans. Au Venezuela, le pouvoir judiciaire est encore un des enclaves où opèrent encore certaines mafias et malgré les efforts faits depuis de nombreuses années et les efforts actuels du procureur actuel, Tarek William Saab. En Équateur, on a vu ce que ça a donné avec le lawfare contre le Correa, Jorge Glass et les coréistes. Au Brésil, il en a été de même. Donc, c'est une tâche assez importante. Là, je ne peux pas faire le devin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une préoccupation centrale dans le programme de Pedro Castillo et de tous ceux qui l'accompagnent. Que ça soit le parti, évidemment, Perú Libre. J'ai vu d'ailleurs un message passant de la personne là, qui représente le Perú Libre en France. Donc, il y a une section française de Perú Libre. On le salue. Javier, bonjour. Et évidemment, de tous les autres partis ou mouvements qui soutiennent Castillo. Ça, c'est sûr et certain. Maïgolil nous dit que Castillo ne peut pas résoudre tous les problèmes qui existent. Ce qu'il peut permettre, c'est un espace pour le mouvement progressiste qui pourra avoir un espace pour avancer, en effet. Blanca Modé nous dit quel est le rôle du Pérou dans le réseau du Pacifique? Quel est le rôle du Pérou dans l'Alliance du Pacifique? Oui, le réseau du trafic de drogue, je suppose. Je n'ai pas compris. Quel est le rôle du Pérou dans le réseau du trafic mais il manque un mot, de stupes, oui, de drogue, bien sûr. Est-ce qu'il y a des cartels Est-ce que c'est structuré? Oui, évidemment, il y a des cartels et une partie de narcoéconomie, c'est ce que je mentionnais dans l'introduction. La plupart de la drogue péruvienne passe par le Brésil, donc elle passe aussi par les cartels brésiliens, donc le Primer Comando da Capital, le Comando Vermelho, qui sont les grandes structures criminelles brésiliennes. Et il y a aussi présence, bien entendu, des Colombiens, des Mexicains et certaines organisations criminelles péruviennes qui assurent, on va dire, pas forcément le commerce ou la production, mais en tout cas la sécurité des approvisionnements. Notamment celle qui a massacré durant la campagne électorale et dont le massacre a été évidemment injustement, sans aucun fondement, attribué à un sentier lumineux qui n'existe plus, et pour évidemment mettre ça sur le dos de Castillo. Très bien, je vous propose de prendre une dernière question s'il y en a une, et puis de clore ce débat fort passionnant. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole, poser une question ou même s'exprimer? Oui, Javier Thomas, est-ce que tu peux ouvrir le micro de Javier, s'il te plaît? Voilà. Oui, c'est vrai aussi. Oui, bonsoir. Bonsoir, Roman. Merci beaucoup pour ton exposé. C'est vraiment très important. Tu as fait un bon travail. Toi, le nouveau JLGTB. C'est très important. On est content de toi, on est content à Pérou. Tout le rondeur te dit bonjour. Ça, vraiment, c'est très important. Merci pour l'exposé. C'est vrai que
c'est très intéressant qu'est-ce que vous faites, la France et Amérique latine, tout ça pour l'information. Sinon, la réalité, c'est à Pérou, comme Romain vous explique, c'est vraiment c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses, en même temps, c'est beaucoup. Je viens d'écouter, c'est pas, peut-être c'est un Fox News, comme on appelle maintenant, le mari de Keiko Fujimori, avec ses deux filles, sont réfugiés à le consulat de Colombie ou sont échappés à Colombie. C'est pas encore très clair. Maintenant, c'est pas encore très clair. C'est pour ça tout le temps c'est fait des mauvaises informations. De temps en temps, c'est pas bien les donner comme ça. Sinon, je viens d'écouter ça. Ouais. Sinon, vous savez, le narcotrafic, tout le temps, c'est que c'était l'Amérique latine. Je me rappelle en 90, c'était à Leticia. À Leticia, c'était un endroit que c'était Colombie, Pérou et Brésil. C'était les banques, le BNP d'ici de France, les crédits agricoles de France, et beaucoup aussi de banques européennes, aussi des États-Unis, qui ont été implantés sur cet endroit de Leticia. Alors, c'est vrai que l'Amérique latine a produit le blanchiment de l'argent, aussi c'est fait ici en Europe. Vous savez, Alan Garcia, il a acheté une maison en Saint-Germain-des-Prés avec, je ne sais pas, personne n'a fait beaucoup d'enquêtes sur ça. C'est vrai qu'à nous, à les Latinos, à les Péruviens, les Colombiens, les Boliviens, tout le temps, on prend de la moule, quelqu'un qui porte la drogue. Ici en France, ça existe aussi beaucoup de personnes vraiment bien placées qui blanchissent l'argent. C'est bien aussi que vous faites quelques reportages ou quelques investigations sur ça. Merci Javier pour cette intervention et nous avons Jean-Marc qui nous dit merci pour toutes ces infos, surtout que la France, à part le Venezuela, quand c'est pour en dire du mal, a oublié l'Amérique latine, quand c'est pour en dire du mal, je le rajoute, à part le Venezuela, pardon. D'ailleurs, on ne nous parle pas du tout de la pandémie au Venezuela, on se demande bien pourquoi. Alors ça, je peux vous répondre aussi assez rapidement, mais... Oui, on s'en doute. C'est parce qu'il n'y a rien. Gloria, excuse-moi, je vais juste te couper parce que je viens de voir une information qui vient de passer et notamment pour redonner un petit peu un complément de réponse sur les personnes qui ont été de Pérou Libre, qui ont été mis en examen sur voilà, etc. En fait, il y a une enquête sur un réseau de corruption, effectivement, au sein de la direction de transport, donc qui donne les permis de conduire, etc., du gouvernement de Junín. Mais ce n'est pas lié au gouvernement de Vladimir Cerrón, c'est un kyste qu'il y avait là depuis 20 ans. Donc voilà, c'est juste. Par contre, les inculpés, ils sont tous de Pérou Libre. Moi, je pense qu'il y a une petite affaire de lawfare dans cette histoire-là et on verra dans les semaines et mois qui viennent. Eh bien, il me reste à vous remercier tous et toutes d'avoir participé. Donc, merci Romain pour cet exposé passionnant. France-Amérique latine, nous allons organiser d'autres rendez-vous comme celui-ci sur l'actualité latino-américaine. On a commencé à faire ça et on va continuer régulièrement. On vous informera des dates. Je pense par contre que on vous demandera de vous inscrire parce qu'aujourd'hui encore, il y a des petits malins qui ont voulu s'introduire et qui ont envoyé des photos de Franco et des choses comme ça. Donc, le même problème qu'on avait eu avec la Colombie. Donc, sans doute qu'on vous demandera de vous inscrire pour essayer de limiter un petit peu ces désagréments. Bien, voilà. Merci à tous, merci à toutes et à très bientôt. À bientôt. Je voulais juste vous... Oui, ben écoute, comme tu parles des activités, il y a encore une activité qui va se faire assez rapidement. Encore une fois, FAL 33 organise avec le modeste support aussi des deux rives une future conférence le 2 juillet qui aura pour thème « Qu'est-ce que l'Amérique latine apporte à la France ou à l'Europe? Qu'est-ce que les luttes en Amérique latine nous apportent à nous ?» Et il y aura du très beau monde. Je vous dis juste ça. Voilà, en intervenant.
Et nous avons… Donc, préparez vos agendas. Voilà, exactement. Et nous avons Lucho qui voudrait prendre la parole. Thomas, est-ce que tu peux ouvrir le micro, s'il te plaît? Voilà. Oui, bonsoir à tous et merci Romain pour l'invitation. Je suis José Luis Martinez du MAS en France et en Europe, de la Bolivie bien sûr. Et donc je voudrais saluer la victoire, qui malgré qu'il y a encore des barrières pour accepter la victoire de Pedro Castillo, c'est une belle victoire parce que nous, en Bolivie, on a connu la même chose. Donc la droite, il va essayer par tous les moyens d'essayer de renverser cette victoire. Mais dans la conscience du peuple péruvien, maintenant, il y a un espoir qui naît pour toute l'Amérique latine aussi, que c'est possible. En Bolivie, on avait eu toutes les barrières. Le gouvernement américain, il avait mis toutes les barrières de telle manière qu'Evo Morales ne soit pas élu en 2005. Mais malgré ça, on avait gagné. L'année dernière, après le coup d'État, pareil, avec toutes les menaces, toutes les persécutions, en Bolivie, on a récupéré la démocratie, on a gagné. Les Pérou, aujourd'hui, ils sont en train de récupérer aussi beaucoup d'années en main de la droite, extrême droite. Et c'est aussi dans les terrains, avec l'arbitre de la droite, qu'ils sont en train de gagner. Et ça, il faut le remarquer. Et c'est une belle victoire pour les frères et sœurs du Pérou et de toute l'Amérique latine. C'est une victoire pour toute l'Amérique latine. Et c'est aussi un espoir en France pour tous les associations, les groupes des gauches qui nous soutiennent. Et je voudrais remercier à tous pour le soutien en Amérique latine, la France, Amérique latine aussi, qui se préoccupent et qui font aussi connaître les luttes d'Amérique latine, qui va aussi dans les sens où les droits que nous avons à la liberté, à la fraternité et aussi à vivre bien, qui ça veut dire pas vivre mieux, mais vivre bien et que tout le monde puisse vivre bien. Donc, juste un salut au Pérou, à Javier, Romain, et je vais être court. Tout simplement, belle victoire. Et puis, l'Amérique latine, c'est un espoir pour toute la gauche du monde occidental, aussi pour l'Europe. Et on discutera ça une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci pour cette belle conclusion. Je voulais juste rajouter que l'enregistrement de cette conférence va se trouver sur le site de France Amérique Latine. Je vous mets la page web fal33.org et sur celle de Romain Migus. Donc, vous pouvez réécouter, partager, envoyer. Surtout, ne vous privez pas. Ciao, ciao, merci à tous. Ciao, merci. À très vite.